Nous sommes riches des personnes que nous rencontrons. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Dallot. Je suis cofondateur de Novlini, un cabinet fondé par un trio d'étudiants entrepreneurs hyperactifs, pionniers de la stratégie digitale nouvelle génération. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Gross Up. Et Gross Up, c'est quoi ? C'est pour tous ceux qui sont jeunes, comme nous, ou pour tous ceux qui n'ont pas encore eu le temps de faire la rencontre qui va changer leur vie. C'est une occasion de grandir avec nous via l'échange avec des personnalités atypiques, entrepreneurs, sportifs ou même artistes. Bref, des humains formidables. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Giacomo. Bonjour Giacomo. Salut. Et de monsieur Jean-Claude Sac. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour découvrir une personne incroyable avec une carrière qui est vraiment longue comme le bras, en passant par des très grands groupes comme Xerox, Nokia, par des groupes qui ont façonné votre quotidien et qui le façonneront encore, j'imagine, pendant des années. Donc Jean-Claude, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter qui vous êtes, d'où vous venez ? Bon, écoutez, je vais tout de suite vous dire que ma carrière n'est pas formidable et que les sociétés que j'ai faites, je pense que beaucoup d'étudiants feront des parcours à peu près comparables. J'ai un point commun avec vous, c'est que j'ai fait l'école supérieure de commerce, c'était Subdeco, c'est l'EM Lyon maintenant. Alors si vous voulez, je peux m'arrêter un petit moment sur l'EM Lyon. Ah oui, mais même pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire une école de commerce ? Comment ça vous est venu ? Oh, je crois que là, on est entre amis, donc je vais vous dire la vérité. Ah, parfait. Hein, c'est mieux de vous dire la vérité. Ben, j'avais un ami qui prenait des cours de mathématiques avec un professeur qui était à l'EM Lyon, on va dire maintenant. Et on se quittait jamais. Donc, un jour, il me dit, je vais passer le concours à l'EM Lyon. Moi, je voulais plutôt faire de la philosophie à ce moment-là. Et donc, il m'a dit, ben, pourquoi tu t'inscris pas ? Et je me suis inscrit pour le concours. Donc, j'ai réussi le concours et lui a échoué, du coup. Ah. Donc, je me suis posé la question, est-ce que je vais à l'EM Lyon ou pas ? Et puis, finalement, ça m'a paru assez sympa. C'était l'ambiance, c'était les cours. Oui, puis c'était une manière de penser large. Je voulais faire de la philosophie. J'étais un fou des États-Unis à ce moment-là. Tout ce qui se passait aux États-Unis me passionnait. C'était en quelle année à peu près pour situer ? Alors, quelle année ? Si je vais vous dire, vous allez voir mon âge. Alors, non, je peux pas. La décennie Ça devait être... j'ai dû sortir en 1966. D'accord, ok. Donc, c'est pas hier. Mais donc, j'étais un fou des États-Unis et très, très rapidement, entre Subdeco et moi, j'ai senti que j'étais dans mon jardin. J'étais dans mon jardin parce qu'à ce moment-là, c'était les grandes multinationales américaines qui donnaient le rythme de l'économie. Il n'y avait pas encore cette notion de start-up, c'est venu un petit peu plus tard. C'était vraiment les grands groupes. Donc, bon, ma vie à l'EM Lyon, je pense que c'est comme tous les étudiants. J'ai appris des choses à l'intérieur, mais j'ai surtout beaucoup appris à l'extérieur. Beaucoup d'expériences Beaucoup extrascolaires. à l'extérieur. J'ai été extrêmement actif sur le bizutage en deuxième année, très très créatif, avec de nouvelles idées, en restant toujours dans une éthique. Il y a sûrement certaines de vos idées qui sont toujours d'actualité, je pense. Peut-être, j'imagine. Mais on apprend beaucoup autour de l'école. Vous avez un souvenir marquant justement de ce que vous avez pu apprendre Non, ce que je regrette et ce qui a beaucoup progressé depuis, c'est que la relation avec les entreprises est beaucoup plus étroite. À ce moment-là, l'entreprise, c'était vraiment des très grosses entreprises, et il y avait un lien école-entreprise qui était encore un petit peu diffus. Ça, c'est un progrès absolument essentiel. Je comprends pas même qu'il a fallu autant de temps pour rapprocher les entreprises des écoles de commerce, parce que c'est un lien qui est naturel et c'est bon dans les deux sens.
Non, on a fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se raconter. Et on faisait beaucoup de sport aussi. Et on était des grands sportifs à ce moment-là. Donc, quand j'ai eu fini mes études et que j'ai eu le diplôme, je suis parti comme prof de maths 2 ans dans le sud du Maroc, à Taroudan, à côté d'Agadir. Très bonne expérience, très belle expérience, très formateur. Et puis après, il a fallu décider. Donc, c'était très facile à cette époque-là. On voulait rentrer dans les grandes multinationales. Et il y a eu un passage par l'armée? C'est ce que je dis comme prof de maths à la place de l'armée. J'ai fait la coopération à la place de l'armée. D'accord, ok. Et il y avait à la fin de cette coopération, vous aviez envie de faire partie d'un grand groupe ou dans une fonction particulière Avec des Américains. D'accord, ok. Avec des Américains, quel que soit le type de société. Des Américains. J'avais aucune envie d'être dans une société avec le CNPF à la tête. C'était des grosses sociétés, plus ou moins d'État, ou en tout cas proches de l'État, avec des process. Il me semblait que l'avenir n'était pas là. L'avenir n'était pas là. Je rêvais de marketing. C'était des mots nouveaux. Hein. Il y avait un groupe qui vous faisait rêver à l'époque Disons tous les groupes d'informatique. Quand j'ai postulé tout de suite. IBM, par Maroc, exemple. Ouais, IBM, tous ces groupes-là. Comme j'étais marié, j'avais un enfant. J'ai pris un des premiers groupes, un groupe qui était très à la mode en informatique. C'était NCR, avec une formation qui a duré 2 mois. C'était sur les gros systèmes. D'accord. C'est quel genre de produit pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas C'était de la grosse informatique. L'informatique moyenne, il y avait des calculs, ce qu'on appelait des calculatrices, des matériels de milieu de gamme, mais c'était la grosse informatique traditionnelle qui se déclinait de la logique IBM. Okay. L'informatique, c'était ça à ce moment-là. Pour les entreprises, principalement, j'imagine. Essentiellement pour les entreprises ou les grandes administrations. Okay. Donc, j'ai fait 1 an où je gagnais ma vie correctement, mais sans plus. Et là, il y avait une société qui était dans une grande dynamique, qui était Xerox. Et il y a un ami qui m'a proposé en me disant tu veux pas regarde, j'ai regardé son bulletin de salaire, j'ai regardé le mien, c'était à peu près 3 fois le bulletin de salaire. J'ai dit bon ben écoute, c'est convaincant. Écoute, mais il y avait une vraie dynamique, c'est-à-dire. Et puis, il n'y avait pas cette contrainte de la grosse informatique qu'IBM imposait sur le marché. Donc, beaucoup plus de liberté dans le développement des sociétés. Donc, je suis rentré chez Xerox. Et là, c'est une société, là, c'est un choc. Là, c'est un choc. Qu'est-ce qui vous a choqué en premier en arrivant dans cette société américaine ? C'est des croissances de l'ordre de 30 à 40%. C'est une société qui avait tous les brevets sur la photocopie sur papier ordinaire. Et là, vous allez retrouver une constante de toute ma carrière. C'est que personne n'avait trouvé d'intérêt à la photocopie. Aucune société, ni IBM, ni Kodak, personne. Absolument personne. Uniquement un petit photographe, l'Aloïd Campagny, je crois qu'elle s'appelait, qui a développé ça en disant ça peut être intéressant de faire des copies sur papier ordinaire. Et puis bien sûr, 3 ans après, tout le monde a découvert que la photocopie sur papier ordinaire, ça changeait le monde et c'était mieux que les Ronéo ou les photocopiers sur papier chimique. Mais n'empêche que tous les plus grands, et on va le retrouver dans un livre qui est en train de sortir, que tous les cadres de toutes les grandes sociétés, personne n'avait rien vu venir, comme tout ce qui a été à peu près sorti après, tous les produits extrêmement innovants, personne n'a vu rien venir. C'est chaque fois des individualités ou des petites sociétés qui ont su relever le défi, comme maintenant d'ailleurs, on retrouve ça dans certaines startups qui voient avant les autres. Et si on peut faire un parallèle avec aujourd'hui pour les gens qui ne connaissent pas vraiment Xerox par exemple, qui n'en ont jamais entendu parler, ça existe alors qu'ils utilisent des photocopieuses tous les jours.
À l'époque, en termes de taille sur le marché, Xerox, ça représentait... Ils avaient 100% du marché, la photocopie sur papier ordinaire. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'était un rival futur, il était par sa croissance à IBM. Si vous voulez, IBM était le leader absolu sur le marché de la technologie et Xerox générait de très gros profits et on le voyait comme un rival futur d'IBM. Il y avait des articles qui sortaient là-dessus. Donc la taille devait être 10 fois inférieure, mais la croissance Ouais. était... Et donc générait énormément de profits. Je me souviens plus les marges, mais c'était honteux, les marges qui sortaient. Des marges qu'on retrouve plus de nos jours, quoi. Non, c'est quand vous avez une idée avant les autres et que vous avez devant vous 4-5 années, vous avez forcément des marges qui étaient très, très, très fortes. Et du coup, quand vous rentrez à Xerox, vous rentrez comment, par quel poste? Qu'est-ce que vous faisiez Alors, au tout début? je rentre comme ingénieur technico-commercial, c'est-à-dire que je faisais de la vente. Ça durait 9 mois. Je suis passé après 9 mois après, ça durait que 9 mois chaque fois. Sur les grands comptes, j'avais 5 ou 6 grands comptes sur la région lyonnaise. Puis après un an à peu près, chef de vente géographique, on appelait ça géographique. Puis après, chef de vente grand compte. En 4 ans, j'ai fait à peu près tous les postes de commerciaux. Et puis là, on me propose, au bout de 4 ans, de passer au marketing pour prendre le service nouveaux produits. Alors, je ne savais pas ce qui m'attendait, mais là, je suis arrivé aux nouveaux produits et j'ai vu je suis resté 2 ans, 3 ans. C'était en quelle année? Début des années 70, c'est ça, à peu près? J'ai été en quelle année? Attendez, il faut que je regarde un papier parce que je vais vous dire, je vais me... c'est du service 74-76. D'accord, ok. 74-76. Et là, je vois débarquer pour la première fois photocopie couleur. Les premières grandes tireuses de plans à une copie seconde qui remplaçaient les offsets. Pas de plans des tireuses qui arrivaient à faire une copie seconde, donc qui remplaçaient les offsets. On a vu arriver les télécopieurs. Et puis derrière arrive en filigrane, alors il y a quelques produits de plus, je vous les passe, arrive en filigrane toute l'informatique moderne qui arrive, avec la souris, les écrans graphiques. Avant, ça n'existait pas du tout avant. Donc D'accord. vous avez vu le début de la souris en France et c'est vous qui l'avez emmené sur le sol français en gros. Bien sûr, bien sûr. Ça se passe ça en 1981. On lance le réseau local Ethernet avec des postes qui s'appelaient des postes stars, avec l'écran graphique, avec la souris, copier-coller. Vous aviez des serveurs sur le réseau avec des postes. Toute l'informatique moderne, tout, absolument tout, pratiquement tout. Il y a eu quelques progrès depuis, mais tout a commencé dans la Silicon Valley. Ça commence... la souris a été inventée en 1963 à Stanford par Angel Bart, il s'appelait. Angel Bart. Le brevet a été repris par Xerox et puis ces produits arrivent en 81. Moi, je l'ai découvert en 1979 à Los Angeles. On me le présente pour la première fois. Je comprends pas bien ce qu'on me présente exactement. Personne ne comprend exactement ce qu'on vous présente. En tout cas, on voit que c'est très sympa. Mais par rapport aux normes de l'informatique IBM, on ne sait pas vraiment comment on va se situer par rapport à ça. D'ailleurs, on appelle ça de la bureautique au départ, pour éviter de se retrouver face aux normes informatiques d'IBM. Parce que concrètement, c'était quoi le problème avec la souris? C'était pas le problème de la souris, c'était le problème des normes. Quand vous aviez un service informatique, les normes on en arrivait avec des normes qui n'étaient pas du tout celles d'IBM.
Donc il fallait faire vivre, si vous voulez, 2 informatiques en parallèle. C'est d'ailleurs comme ça que nous avons lancé cela. C'est pour ça qu'on appelait ça de la bureautique. D'accord. Mais on s'est aperçu très rapidement, et moi quand j'étais en 79 à Los Angeles pour le lancement de ces produits, j'étais avec des collègues du monde entier où on annonçait ces produits, mais il y avait un autre homme à cette époque-là qui était, lui, qui était dans la Silicon Valley, et lui, il était à Palo Alto, où était notre centre de recherche. Il s'appelait Steve Jobs, et on trouve ça sur Internet. Il explique sa fameuse séance où il se retrouve à Palo Alto, dans le centre de recherche Park, qui est un centre de recherche incroyable. C'était impossible de rentrer là-dedans. Impossible d'entrer. C'est le centre Xerox, c'est ça? C'était le centre Xerox. On trouve tout ça sur Internet. Et on explique, il voit tout ça, mais il dit, mais ils sont fous. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont dans les mains? Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont dans les mains? Et là, les chercheurs ont du mal avec la direction de Xerox, qui a une culture photocopieur. Et les chercheurs, c'était les meilleurs chercheurs du monde entier. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais ça serait un peu long. En 2 mots, c'était quoi le vrai avantage, la vraie plus-value de ces chercheurs par rapport aux autres? C'était une informatique complètement nouvelle, qui avait absolument rien à voir. Si vous voulez, l'informatique IBM, on était dans des salles climatisées avec une informatique, une grosse informatique, et avec des gens spécialisés. Là, tout d'un coup, on inventait une informatique, si vous voulez, en réseau, distribué, où on sortait l'informatique des grands centres informatiques, Ouais. et on pouvait l'utiliser. C'est pour ça qu'on l'avait appelé de la bureautique au départ. Et tout le monde pouvait l'utiliser dans un système de client-serveur qui a été popularisé par la suite. Vous, ça ne vous parle pas parce que vous n'avez pas connu l'autre informatique. Mais toute cette informatique vient de Park. Et donc, les chercheurs, c'était les plus grands chercheurs des États-Unis. Je vous l'explique en 2 mots. Quand le premier Spoutnik a été lancé, il y avait un président qui s'appelait Eisenhower à ce moment-là aux États-Unis, qui a dit « ça ne se reproduira plus jamais ». Ce qui s'est passé là. Donc, il crée une direction, c'était l'AFPA ou un service, si vous voulez, pour recruter tous les meilleurs ingénieurs des États-Unis et ne plus jamais reprendre du retard sur Les soviétiques. l'Union soviétique. Et donc, tous ces chercheurs, ils ne cherchaient pas forcément, mais leur rôle était de développer, de travailler sur tous les programmes qu'il y avait aux États-Unis et de s'assurer que sur tous les programmes, les États-Unis gardaient de l'avance. Ça a duré 3, 4 ans, 3 ans, comme ça. Et Xerox, lorsqu'ils ont décidé de se lancer en dehors des photocopieurs, ils ont lancé un projet qui s'appelait le bureau du futur. Réinventer le bureau du futur sans la grosse informatique. Et ils sont allés chercher un des patrons qui avait été recruté et les meilleurs chercheurs des États-Unis en leur donnant un seul objectif, inventer le bureau du futur, sans aucune contrainte. Vous imaginez ce que c'est? C'est fou. C'est assez libre quand même comme programme. C'est assez ambitieux et assez libre. Complètement libre. Bon, ils n'avaient aucune idée, ils n'avaient même aucune idée. Mais comme ils avaient beaucoup de profits et que les brevets allaient tomber dans le domaine public, il leur fallait un relais de croissance. Et ce relais de croissance, il fallait l'inventer. Et d'ailleurs, c'est un des chercheurs qui disait que le futur était difficile à prévoir, il vaut mieux l'inventer. Et donc, ils se sont mis à inventer le futur. Et donc, ces chercheurs-là, si vous voulez, c'était les stars du moment aux États-Unis. Ils ont besoin d'avancer.
c'est des stars. C'était des stars de la recherche. Et donc, ils voyaient bien que Xerox ne pouvait pas suivre, qu'ils ne comprenaient pas. Surtout à un moment où les photocopieurs tombaient dans le domaine public, les brevets des photocopieurs tombaient dans le domaine public, et que ils auraient pas la même liberté, si vous voulez, pour développer dans le futur. Et puis, il fallait que ça se concrétise. Et donc, Steve Jobs a tout de suite compris le point de passage. Et donc, il a passé un accord avec les chercheurs, avec Xerox à ce moment-là, mais indirectement avec les chercheurs. Et très, très rapidement, beaucoup de chercheurs sont partis chez lui, sont partis chez Apple. Et c'est toute l'histoire d'Apple qui a démarré derrière. Il y en avait un autre qui était en embuscade, comme toujours. Bill Gates. Qui était Bill Gates, qui a sorti une année après. Donc là, Xerox avait 4 ans d'avance. On était en 81, donc le Macintosh a dû sortir en 85. Et le Windows 1 a dû sortir une année après, 86. Enfin, c'est ces années-là. Ouais, donc vous, en fait, vous avez vraiment vu tout ça naître. Ah, j'ai tout vu. C'est le terreau, on peut dire que Xerox, c'est un peu le terreau de ce qui a porté toute l'informatique moderne qu'on connaît aujourd'hui. C'est plus que... Oui. C'était tout là-bas, c'est tout sorti de là-bas, si vous voulez. Mais tous les ingénieurs se sont dispersés, il y avait tout. Il y avait tout, mais quand vous avez trop d'avance, c'est dangereux aussi. C'est dangereux aussi, parce que les chercheurs, ils cherchent. La stratégie d'un groupe est définie par ses dirigeants. Donc là, il y a une erreur du management qui n'a pas su... Ils n'étaient pas capables de suivre. C'était trop. C'était trop. Qui n'a pas su garder toute cette tête pensante, cette matière grise au sein de l'équipe. C'était trop. C'était trop pour eux. Quand vous avez 5 ans d'avance, vous venez pas de l'informatique et vous avez 5 ans d'avance. Je vous donnerai je l'ai dans mon téléphone, la phrase qu'a dit Steve Jobs. Ouais. Il dit, s'ils avaient compris ce qu'ils avaient entre les mains, aujourd'hui, Xerox aurait la taille de Xerox, plus IBM, plus Microsoft. Vous voyez à peu près la taille. Oui, ils sont passés à côté de quelque chose d'assez mais colossal. ils n'avaient pas les hommes pour le manager. D'accord. Une question de management, du coup... trop compliqué. Trop. Regardez, même chez Apple, si vous n'avez pas un fou comme Steve Jobs, il y en a eu des tas de présidents derrière. Moi, j'ai suivi. Je les connais. Les présidents qui sont passés. Personne n'a réussi. Ils savaient. Ils avaient le Macintosh déjà. Il était sorti. Quand il a été licencié, il avait sorti le Macintosh déjà. Il est revenu que 10 ans après. 10 ans après, une société comme Apple n'avait pas avancé d'1 millimètre. Ils étaient en faillite. Alors qu'ils avaient les moyens, les cerveaux... C'est plus compliqué que ça. C'est pas un travail, quand on est en stratégie, là on passe en stratégie, c'est pas un travail de gestionnaire la stratégie. C'est un travail de visionnaire. Et quand vous êtes visionnaire, vous pouvez prendre des bonnes décisions, vous pouvez en prendre des mauvaises. Mais il faut prendre des risques. Et si on peut reconnaître une qualité à Steve Jobs, c'est qu'il sait prendre des risques. Donc quand il est revenu, Apple était en faillite. Donc il est revenu en 95 à peu près, 10 ans après, la société était en faillite. Et il a réinventé Apple. Autant je peux être critique sur la première partie de sa carrière avant qu'il quitte Apple, il avait toujours cette intuition avant qu'il soit obligé de partir d'Apple. Il avait cette intuition. Autant la deuxième partie est impressionnante. Là, vous avez un fou, mais quelque chose, enfin un fou entre guillemets. Mais là, c'est du génie. Je l'utilise très peu le terme génie, mais je suis obligé d'utiliser dans ce cas-là. Et cette fuite des cerveaux, est-ce qu'elle a eu un gros impact sur Xerox une fois qu'ils sont tous partis chez Apple quel a été l'avenir de l'entreprise Est-ce qu'ils ont su se renouveler Oui, parce que
c'était fini. L'histoire de ce côté-là, ils sont retournés à ce qu'ils savaient faire, D'accord. c'est-à-dire reproduire des documents. Et vous faisiez partie encore d'entreprise à cette époque-là Non, moi je suis parti à peu près à cette époque-là. J'ai dû partir en, attendez, pour pas vous dire de bêtises, je suis parti en 85. Je suis parti en 85. Il y avait déjà pas mal de départs. Mais on le voyait pas, nous, le centre de recherche. Si vous voulez, les centres de recherche, c'est un autre monde. Je suis rentré une fois dans le centre de recherche. Et ce qu'on a vu de mieux, c'est la machine à café. Ils nous montraient pas grand-chose. Ah non, vous pouvez rien voir. Vous pouvez rien voir. On est rentré, pour rentrer là-bas, c'était impossible. C'était impossible. Donc, on avait quand même des échos. Mais par contre, tout ce qui arrivait comme nouveaux produits, ça, je les avais. Le premier réseau Ethernet, c'est nous qui l'avons lancé. La première fois qu'on a vu une souris, c'est nous qui l'avons lancé en 81. Hein. Souvent, on pense que c'était 4 ans avant la première souris d'Apple. On a fait de très belles installations chez Matra, chez Total, mais c'était presque expérimental pour eux. C'était en parallèle de leur système informatique. Il n'y a pas de compatibilité entre ce que vous proposiez? Non, c'est arrivé plus tard. Ok. Et ça a été un peu ça qui a freiné un peu l'adoption de la souris Xerox. Il n'y avait aucune raison de chercher la compatibilité. Oui. C'était une informatique complètement différente. Cette grosse informatique, dans des salles informatiques, c'était tout ce qu'on combattait. C'est tout ce que combattait, parce que tout ça vient, si vous voulez, de la révolution Peace and Love. Si vous voulez, il y avait 2 révolutions. Il y avait la révolution, j'en parle dans mon livre d'ailleurs. Il y avait la révolution des années 70, cette révolution Peace and Love où on voulait la liberté, on se battait contre l'informatique, les grandes sociétés, la guerre au Vietnam et tout ça. Et puis il y avait une révolution parallèle avec tous les hackers là, qui inventaient une informatique qui devait sortir des salles climatisées pour revenir de l'informatique individuelle où chacun avait son... Et ces 2 révolutions se sont rejointes. Et c'est pour ça qu'il y avait des beatniks qui aimaient bien l'informatique à un moment. Mais c'est ce que représente Steve Jobs, hein. C'est ce que représente, mouvement. oui, c'est cette génération-là. C'est cette génération-là. Il a commencé, il se lavait pas d'ailleurs. Il mangeait des pommes à la place de se laver. Il avait son gourou qu'il allait d'ailleurs rechercher pendant 6 ou 8 mois en Asie. Il fumait du hakik, ou du... Et puis, bon, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible, mais c'est le Steve Jobs qui était pas génial. Celui qui était génial, c'était Steve Wozniak à ce moment-là. Si on me dit sur la première partie de sa vie, le génie, c'est Steve Wozniak. C'est-à-dire que c'était le génie de la carte informatique. Il faisait une carte informatique avec 2 fois moins de composants. C'est-à-dire des circuits courts, des circuits plus courts et des coûts moins élevés. Mais bon, ce que je vous raconte là, moi je suis pas un spécialiste j'ai fait l'EM Lyon, donc je suis pas un ingénieur à la base. Mais un passionné quand même, on l'entend. Je suis un passionné de tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. Chaque fois que vous avez quelque chose qui bouge, vous y mettez votre nez. Du coup, quelle était l'entreprise qui bougeait, qui vous a motivé à quitter Xerox? C'était forcément quelque chose, du coup, qui non, bougeait alors pas mal. après, c'est complètement différent. Disons que chez Xerox, j'étais arrivé aussi un petit bout. J'avais fait 7 ans, j'avais fait 3 ans sur les nouveaux produits et 7 ans dans une division. Oui, parce que je vous ai peut-être pas dit cela, mais après les nouveaux produits, j'ai pris une division que j'ai appelée la division des systèmes bureautiques et informatiques, où j'ai lancé tous ces produits innovants.
C'est vous qui l'avez créé, cette division, du coup? On l'a créée, enfin je l'ai créée. On était dans une stratégie internationale, Oui. Et je l'ai créée pour la France. D'accord, ok. J'ai eu le support des patrons français qui auraient pu dire on intègre ça dans le mode de fonctionnement avec les copieurs. Les patrons français ont fait le choix d'en faire un centre de profit autonome. J'avais mon marketing, j'avais mes services techniques, je sous-traitais un certain nombre de services, et on a développé ça comme si c'était une filiale. Donc, on a fait de l'assez bon boulot, mais on avait la limite internationale du projet. Et ce projet-là commençait à flancher parce que sa profitabilité était incertaine et qu'il fallait repartir dans des investissements avec des stratégies de long terme. Et je pense pas qu'il y avait les hommes pour mener ces projets. On a vu d'ailleurs que même Bill Gates était pas extrêmement moteur à ce moment-là. Le seul qui a été extrêmement moteur, c'était Steve Jobs. C'est la vérité. Donc, quand je suis arrivé un petit peu au bout du projet, j'avais une réputation en France qui était pas mauvaise. Et donc, un des patrons d'Ericsson qui avait travaillé chez Nokia m'a passé un coup de téléphone un jour en me disant on a 2 sociétés à reprendre qui font des pertes. Est-ce que ça vous intéresserait de prendre la présidence de ces sociétés, de les fusionner, de les remettre, vous aurez carte blanche. Bon, j'ai dit, écoutez... ça se refuse pas, ce genre de proposition? Ça se refuse pas, je veux dire, je vous propose une chose, c'est que je travaille dans des conditions avec un certain nombre d'avantages. Si vous me maintenez les avantages que j'ai, et puis si vous faites un petit effort sur le salaire, je le connais même pas... on doit arriver à s'entendre. Ben, écoutez, vous avez un billet d'avion, on se voit à l'aéroport. J'ai pris mon billet d'avion, on s'est retrouvé à l'aéroport de Stockholm. Et ils m'ont dit oui à tout. J'ai pris la société, donc Ericsson, c'était la seule Ericsson. Ça s'appelait Ericsson Information System. Et il y avait une deuxième société qui faisait des machines à écrire, des calculatrices, des caisses enregistreuses qui s'appelaient Facit. On m'avait donné comme mission de fusionner les deux, donc je suis rentré dans ce processus-là. Et très rapidement... La principale activité d'Ericsson, c'était quoi? Ericsson, alors, sa principale activité, c'était les télécommunications et les PABX, les standards téléphoniques. Mais en France, c'était informatique, toujours on restait... il y avait des terminaux IBM, des terminaux passifs d'IBM. Il y avait aussi ce qu'on appelait des mini pour les banques, et puis des sociétés moyennes. Bon, il y avait toute une série, c'était des petites activités les unes à côté des autres. Et puis, bon, ça s'est développé gentiment. C'est une bonne expérience parce que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai toujours été dans des sociétés très dynamiques. Là, j'avais à redresser une société, c'était très intéressant aussi. Mais on voit aussi sa limite personnelle dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'offre, je ne vais pas dire le produit parce que vous vous intéressez au service aussi, l'offre est fondamentale. Vous ne pouvez pas remplacer l'offre. Si votre produit est pas bon, si votre produit ne répond pas au marché, tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez optimiser, mais optimiser, c'est pas le summum d'une stratégie. Le summum d'une stratégie, c'est d'inventer l'avenir. Quand vous optimisez, vous prenez ce que vous avez et vous en tirez le meilleur. Mais le vrai défi de toute société, c'est d'inventer un peu au moins l'avenir. Si vous l'inventez totalement, c'est formidable, mais l'inventer un peu. C'est-à-dire avoir des produits qui apportent une valeur ajoutée entrepreneuriale.
Parce qu'il n'y avait pas du tout d'innovation dans Ericsson à l'époque. Si, il y en avait, mais on était entre deux. Si vous voulez, on était entre les télécoms et l'informatique à ce moment-là. Et la vraie vocation d'Ericsson, c'était les télécommunications. D'accord. Donc, à un moment, d'ailleurs, ils se sont séparés de cette partie informatique et ça intéressait une société qui s'appelait Nokia. Cette société était un conglomérat qui se situait en Finlande et qui avait une stratégie qu'on connaissait pas trop quand je suis rentré, mais qui avait beaucoup d'argent et qui avait des projets. Et donc, progressivement, Nokia a abandonné un certain nombre de ses activités. Il faisait des bottes en caoutchouc, du papier, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Il fournissait l'armée finlandaise aussi, il me semble, à l'époque. Alors, l'armée finlandaise, mais surtout, c'était une porte d'entrée avec la Russie, oui. l'URSS et la Russie. Et donc, beaucoup de commerce se faisait entre l'Europe et la Russie à travers la Finlande, ce qui leur permettait de générer des profits intéressants. Et donc, ça a démarré comme ça. On a fait un coup absolument génial. Alors, c'était entre Ericsson et Nokia, on a fait un coup extraordinaire. C'est qu'on a fait toute la billetterie de la SNCF. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un certain moment, les billets ont eu une petite bande Millard. Une petite bande. C'était le projet, quand ils ont changé, c'était le projet Socrate. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet. La petite bande magnétique qu'on voit aujourd'hui, c'est l'héritière de... C'était peut-être celle-là, mais ça a changé depuis. Il n'y a plus les bandes magnétiques maintenant. Mais sur les billets, il y avait une petite bande magnétique. Mais c'est le projet qu'il y a eu. C'était ce qu'ils voulaient. C'était que les prix varient en fonction des heures auxquelles vous prenez le train. Ce que vous voyez maintenant. Okay. Et on a gagné ce projet contre IBM en équipant toutes les gares de France et les centres de formation. C'est que d'un seul coup, on a doublé le chiffre d'affaires avec un chiffre d'affaires en service après-vente qui était de même niveau, c'est-à-dire qu'on a doublé ou triplé le chiffre d'affaires, je me souviens plus bien. On a passé 500 terminaux avec on a passé un contrat avec Dassault et puis après avec IER, si vous voulez, qui était spécialisé quand vous prenez l'avion, vous savez, quand vous mettez s'il leur permet de contrôler votre passage. Enfin, c'était un truc absolument énorme. Donc là, on est en quelle année ? Là, je suis juste dans le passage, je suis autour des années 90. Ok. Donc, au tout début de ce qui va arriver, la téléphonie mobile. Nokia, c'est pas... Avant, okay, 92 là. Nokia donc, j'arrive, donc, je suis... Nokia, il m'aime bien d'entrée parce que on avait fait ce contrat avec quelques-uns de mes anciens collaborateurs qui m'avaient suivi. Il y avait une dizaine de mes collaborateurs qui m'avaient suivi de chez Xerox, progressivement. Donc, ce contrat faisait bien dans la corbeille de mariée en arrivant. Ça fait bonne impression. Et puis un jour, il y a un Finlandais qui tape à ma porte, comme ça. On avait un siège qui était à Romainville, qui n'était pas le siège le plus sexy, mais où il y avait un historique, et on avait beaucoup de place. Et il me dit, est-ce que vous auriez un bureau ? Je dis, écoutez, c'est grand, on est en train de se développer, mais on arrivera toujours à vous trouver un bureau. Il dit, oui, parce que on voudrait vous mettre un directeur général. On est en train de se lancer sur un nouveau concept, on va se lancer sur le téléphone mobile. Donc Nokia. Il dit, on est trois sociétés. Il y a Motorola, Ericsson et nous. On a passé un accord sur une norme GSM et on va se lancer. Personne ne veut venir dans ce marché parce que personne n'y croit. Nous, on y croit. Donc, ça illustre ce que vous disiez juste avant, que c'est le visionnaire, le manager visionnaire qui...
Alcatel porte le projet. a souvent voulu parler avec nous. IBM, ça l'intéresse pas. Personne n'est intéressé par se lancer là-dedans. Ils disent que c'est un marché limité au cadre supérieur qui fait 20% et donc, vous avez le téléphone mobile, et c'est là, quand vous dites je suis dur avec les cadres. Non, je suis gentil avec les cadres. D'IBM, de Thomson, d'Alcatel, etc., qui n'ont pas vu venir le vent, de Siemens et d'autres. Vous avez une société qui est perdue là-haut, dans le nord, dans les neiges là-haut. Bon, j'espère que quand vous repasserez, vous direz que j'ai un langage assez libre. Donc il y a beaucoup d'humour dans ce que je dis. Qui n'a pas de marché intérieur, vous entendez bien? Oui, c'est petit la Finlande, il y a peu de personnes. C'est petit. Qui n'a pas de marché intérieur. Qui ne parle pas une langue que personne ne parle. Et qui se lance dans quoi? Dans le téléphone mobile, parce que personne ne croit à ce marché. C'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Mais c'est incroyable que personne n'ait vu ça venir aussi. Oui, mais je peux vous raconter la même histoire sur le PC. Ouais. Le PC, personne croyait, si vous regardez le départ du PC, et surtout pas IBM. Il aura fallu 6 ans pour que les meilleurs consultants, les meilleurs... Non, sur mon livre, reprenez ce que vous avez dit, j'ai été très très gentil. Bon, je suis en stratégique. Mais il faut arrêter de croire que les cadres qui ont réussi sont plus intelligents que les autres. Autrement, il n'y aurait pas d'avenir pour les startups. Ils ont pu bien faire ce qu'ils ont fait à un moment, mais très très rapidement, on répète les mêmes choses. On répète les mêmes choses. Et si j'ai autant d'admiration pour Steve Jobs, pas en tant que manager, puisqu'un manager, pour moi, c'est l'anti-manager type, c'est qu'il a su avoir plusieurs coups de génie successifs. Si vous voulez, il a aligné dans la deuxième partie de sa vie les iPod, iPad, 4 ou 5 produits qui chaque fois, ont inventé le marché, un nouveau marché. Le faire une fois, ça arrive. Le faire plusieurs fois, c'est très très rare. Améliorer des produits, oui, souvent. Les mêmes sont capables d'améliorer des produits. Mais raisonner en rupture plusieurs fois, extrêmement rare. Extrêmement rare. Et donc là, c'était le cas pour Nokia, en l'occurrence, on est en 92. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour Nokia, mais en tout cas, Nokia, non, je ne dirais pas que c'est le cas. Ils arrivent justement à contre-courant de ce qu'on pense en télécommunication et en informatique. Personne ne pense que l'avenir, c'est le téléphone mobile. Mais c'était quoi alors? Enfin, les gens pensaient que c'était quoi l'avenir? Je pense que ils étaient, en tout cas, il n'y a aucun écrit à ce moment-là, en 92, qui nous dit qu'il y a peut-être quelques petits chercheurs isolés, mais les grandes sociétés sont pas là. Quand on commence la vraie révolution que l'on connaît actuellement, on est en 2007 avec Steve Jobs. Oui, sur l'iPhone, c'est ça? Ouais, moi, je vous parle de 92. On ne croit pas, le téléphone mobile. Tous les grands ingénieurs de France Télécom, ils ont inventé le cadran à touche par rapport à ça, et on a une admiration extraordinaire. Nous, quand on arrive avec le téléphone mobile, est-ce que vous voyez la révolution par rapport aux ingénieurs de France Télécom? Ça a dû faire peur quand même au marché et aux concurrents de voir une telle rupture sur ce que vous proposiez. Ça a Non, pas été, parce que vous êtes ailleurs. Mais donc, attends, c'est à ce moment-là que vous rentrez chez Nokia, en fait? Non, j'y étais un petit peu avant. Nokia reprend la partie... Je reste en informatique pendant 2 ans à peu près. Je suis sur notre gros contrat qu'on exploite à fond, que l'on a fait à la SNCF. On fait de l'informatique, on continue notre informatique. Ils avaient quelques produits informatiques qui venaient en plus. Là, c'est une rupture. Il y a un directeur général. Ils n'ont même pas bien besoin. On va accélérer après. Je voudrais parler avec vous plus business, si vous voulez. Oui, bien sûr. Après, Okay, ouais. on va finir vite ma trajectoire, parce que moi, je voulais donner, maintenant, j'ai quand même
il y a un certain nombre d'années que j'ai quitté tout ça. Donc, c'est une trace que je vous donne. Hein, je ne descends pas dans le détail. Mais 92, là, on lance le téléphone mobile. Les 6 premiers mois, donc on fait rien. En gros, on fait rien. Pourquoi on fait rien? Ça, c'est le plus beau business que j'ai jamais eu de ma vie. Moi, je suis président de Nokia France. Je crée Nokia France. Bon, il a fallu rassembler toutes les divisions de Nokia. Ils acceptent ça parce que ça, je sais très bien faire. Je l'avais déjà fait avant chez Xerox. Donc, on fait une unité, chacun très indépendant, très autonome. C'est pas un management qui monte, qui va de haut vers le bas. Un peu sur le modèle filial, du coup, vous étiez Ouais, très autonome. mais ça fonctionne surtout, si vous voulez, de Finlande, en France. Donc, vous avez 3 divisions. Vous avez la division des terminaux. Hein, on appelait ça le GSM à ce moment-là. On avait pris le terme de GSM. Le GSM, c'est des commandes de 3 opérateurs, de téléphones qui arrivent de Finlande et qui partent chez les opérateurs. Et on ne fait rien d'autre. Comme ils se battaient pour avoir les téléphones, ils en commandaient en début d'année, tout le monde voulait du Nokia. En quelques années, si vous voulez, on a organisé le flux. Je ne vous dis pas avec combien de personnes, je vous fais simplement dire avec presque personne, avec des super profitabilités, parce que une fois de plus, vous êtes là où les autres ne sont pas. Retenez bien cette idée en marketing. Il y a que 2 manières de faire du marketing, après les autres se déclinent. Je vais où tout le monde est, ou je vais où personne est. La réaction de 90% des gens, c'est de dire je vais où tout le monde est, puisque si tout le monde est là, c'est que ça doit être juteux. C'est que ça marche, ouais. Et puis, quand je vous dis il y a 10%, je pourrais vous dire il y a 1% qui va où personne n'est. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais quand ça marche, il est certain que vous générez des marges qui vous permettent de développer votre business. Et puis, à ce moment-là, tout s'envole. L'action s'envole et atteint des sommets, devient une des stars de la bourse aux États-Unis. Jusqu'à l'an 2000. Et moi, j'ai fini à l'an 2000, le jour, et vous pouvez le vérifier, où Nokia était au summum de sa valeur boursière. Wow. Sortir au moment du pic, c'est fort. Non, mais j'étais, si vous voulez, en fait, tout se faisait sans moi, parce qu'il y avait un directeur général. Et à ce moment-là, la puissance de Nokia était telle que tous les opérateurs commandaient le produit. Ouais. Et que, alors il y avait l'autre division des infrastructures, les antennes, commutateurs, etc. Toute la partie, c'est celle-là où il y avait des effectifs très importants qui existent toujours et qui sont en train de commercialiser la 5G. Après, il y a eu des accords avec Siemens, la fusion Alcatel, Siemens, etc., etc. Mais c'est une autre histoire, celle-là, c'est pas mon histoire, je la connais. Et du coup, vous avez vu passer le 3310 dans vos locaux ou, bien sûr. Vous avez lancé le 3310 en France Tous les produits. Mais alors moi, je me Incroyable. demande quand même... Mais en fait, on faisait rien, on les voyait pas, on les voyait pas parce oui, que tout venait de Finlande et vous... tout arrivait de Finlande, il y avait une division, il y avait un directeur général qui s'occupait de ça. Moi, je m'occupais surtout à ce moment de développer les locaux et puis on avait des services communs, le personnel, la finance, etc. Mais le produit était tellement à contre-courant quand il est arrivé que, à partir du moment où ce produit a été demandé, il n'y avait pas vraiment de concurrence. On se partageait le marché à 3 et Nokia a tout de suite eu une très bonne réputation et a pris 40% du marché mondial, est devenu le leader mondial en partant de rien. Et comment, alors, en 92, quand le premier téléphone mobile il sort, c'est ça, chez Nokia? Ouais. Comment, en France, on fait en termes de marketing et pour que les gens y pensent, en fait? Comment on fait pour changer la mentalité des gens pour qu'ils se disent « Ouais, je veux un téléphone mobile Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça parce que nous, on vendait aux opérateurs. La com, le client final, ce n'est pas nous qui l'avions. C'est l'opérateur. Or,
les opérateurs étaient quand même, quand on a défini les normes, plus le produit avançait, si vous voulez, plus les opérateurs étaient dans le coup. Et donc, il y a un moment où le téléphone a vraiment basculé, c'est quand le prix a chuté et que les jeunes se sont appropriés. Parce qu'au départ, si vous voulez, pendant la première année, les prix étaient très élevés du téléphone. Il n'y avait pas encore la connexion à Internet, etc., etc. Les jeunes ne s'étaient pas approprié le produit. C'était, comme me disait mon fils, c'était un produit de Bourges. Un produit de PDG. Il ne voulait même pas l'avoir. C'est un produit de Bourges, ça. C'est le produit du businessman qui avait besoin d'être connecté, passer des appels. Et puis, si vous voulez, les copains n'avaient pas le téléphone. Ouais. C'est un produit où il faut pouvoir communiquer à d'autres. Donc, ça a vraiment basculé, si vous voulez, avec l'arrivée, avec la baisse des prix, et puis l'arrivée des générations grand public, parce que je n'ai pas déjeuné souvent avec le PDG du groupe, là. Parce qu'on fonctionnait par division, beaucoup par division à ce moment-là. Mais j'ai déjeuné une fois en tête-à-tête, et on a parlé très très librement. Et c'était au tout démarrage du téléphone. Ça commençait à bien partir. On sentait qu'on était dans la bonne direction. Et pendant le déjeuner, il m'a dit Jean-Claude, comme ça. On entend le bruit sur ma main sur la table, là, Jean-Claude. Je veux, aujourd'hui, les sondages donnent 30% de part de marché pour le téléphone mobile. C'est-à-dire 30% des gens en France auront un téléphone mobile. Moi, j'en veux un par humain au monde, chinois compris. Il tapait comme ça avec son doigt, chinois compris. Donc, vous avez des gens comme ça qui inventent l'avenir et puis d'autres qui suivent l'avenir. C'est pas la même chose de se dire le marché, c'est 30%, je m'organise par rapport aux 30%, ou de se dire le marché, c'est un téléphone par humain, chinois compris. C'est risqué quand même, c'est un pari qui prend à cette époque-là. Bah oui, mais si vous voulez, ces paris risqués, quand vous prenez du recul, vous apercevez, c'est ceux qui n'ont pas pris ces paris qui ont pris du risque. Les gens en pantoufles, ils me font aussi peur que les gens qui mettent des bottes. Hein. Ils sont aussi dangereux. Hein. Ils sont aussi dangereux. Les gens qui ne bougent pas sont dangereux. Ils sont très, très dangereux. Et vous êtes obligé de prendre des risques. Hein, ça. En stratégie, il y a quelques marchés qui vont doucement. Il y a quelques marchés... Bon, les banquiers ne diraient pas ça, les assureurs ne diraient pas ça. Mais il y a tellement de normes autour que ça donne un peu de temps. Ouais, la rupture arrive plus doucement, on va dire. Ça beaucoup plus doucement. Mais quand vous êtes dans la technologie, je peux vous dire que Nokia, qui était au summum en 2007, le jour où Steve Jobs présente l'iPhone, Nokia est mort. On le sait. On sait qu'ils vont mourir doucement parce qu'ils ont l'image, mais on sait, on ne rattrape pas. On ne rattrape pas le retard. Et les managers étaient conscients de ce virage total du marché, de cette rupture? Ils en étaient conscients, mais un jour, il faut prendre la décision. Quand vous êtes le leader du marché à 40% de part de marché, quand vous avez un operating system qui s'appelait Symbian, qui est la référence du marché, que vos concurrents payent des royalties pour utiliser votre operating system. Hein, sur l'operating system, on met des applications. Et que vous avez quelqu'un qui n'est pas dans le métier, comme Steve Jobs, qui arrive et qui dit « Moi, je vais lancer autre chose ». Personne n'avait réussi ça, même pas Bill Gates. Personne n'y croit vraiment. Et il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça. Simplement, la prudence aurait été d'être beaucoup plus attentif.
Mais les dirigeants de Nokia à l'époque, ils prenaient pas ça à la rigolade quand même. Oh, je l'imagine pas. Mais il a fallu prendre à un moment la décision. Est-ce que on passe avec Android? La seule solution, c'était de passer avec Android. Pour avoir le système smartphone. Pour avoir un concurrent. Ouais. C'était un concurrent au système iOS d'Apple. Est-ce que l'on prend Android ou est-ce qu'on développe notre propre système? On améliore Symbian pour qu'il ait les caractéristiques d'un smartphone. Le problème que vous avez quand vous êtes le leader du marché et que c'est vous qui avez donné le tempo sur le marché, d'abord, il y a de la fierté. Ça, tout le monde sait que c'est un gros défaut. Mais vous avez aussi des équipes complètes derrière qui travaillent sur ces produits. Des chercheurs qui travaillent sur leurs produits. Vous avez des tas de gens qui travaillent sur ce produit. Donc, quand vous leur demandez leur avis, ils ont tendance à préserver leur et deuxièmement, ça veut dire que du jour au lendemain, vous basculez, vous êtes le maître du marché, alors que le produit, personne ne pense qu'il peut réussir à ces niveaux-là, et vous basculez sur une solution alternative, pas évident. L'évidence a posteriori, c'est qu'il fallait y aller. Moi, je ne peux pas vous dire que c'était mon avis là, parce que ça serait mentir, mais après, ils ont beaucoup trop tourné en rond, ils sont partis sur Microsoft. Alors là, je m'excuse pour ceux qui sont de Microsoft, qui vont écouter ça, mais c'est une vieille société à ce moment-là. J'ai eu l'occasion d'avoir un Nokia avec Windows dessus, c'était à des années-lumière de ce que mes petits camarades pouvaient avoir en iOS ou en Android. Si vous voulez, Microsoft a été une société formidable. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois, enfin, on s'est croisé avec Bill Gates, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Mais téléphone mobile, c'est un autre monde, beaucoup plus mobile, c'est le cas de le dire. Et à ce moment-là, c'est une vieille société qui n'a pas le rythme du moment. Le rythme du moment, c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Les gens qui montrent leurs médailles ne sont pas forcément en technologie les gens les plus intéressants. Ils ont un savoir, il faut les écouter, les suivre, c'est moins sûr. Donc, derrière, moi, j'étais plus là. Donc, moi, j'ai connu que la bonne période. Ils ont fait des... Parti sur une victoire. Ah non, j'avais pas de... Non, après, ils sont partis, si vous voulez, je suis parti pour une seule raison, c'est que Nokia partait dans une autre histoire. Ça a entraîné la fusion avec, ou l'accord, plutôt avec Siemens, qui a débouché derrière. C'était un autre monde. On était dans un autre monde, là, qui n'était pas le mien. Moi, c'était un monde plus d'ingénieurs, si vous voulez. C'était pas... J'avais pas envie de repartir dans cette histoire. Je me suis orienté sur le golf, qui était un travail tout aussi intéressant. Mais on est parti avec que des bons souvenirs de Nokia. Une formidable société, mais retenez une chose, une seule erreur, ils ont fait. Parce que qui a pris derrière Android? Samsung. Et si j'ai un Samsung là, c'est parce que j'ai scotché dessus Nokia. Et j'ai toujours un Nokia parce que c'est le choix qui aurait dû être fait. C'est le choix du système ouvert contre le système fermé d'Apple, que je respecte totalement. C'est deux stratégies totalement respectables. Mais la vocation de Nokia, c'était celle-là, mais je reconnais que c'était un choix extrêmement, extrêmement compliqué. Le mauvais choix a été fait, et pour un président, quand il fait un mauvais choix, il en assume les conséquences. Voilà, j'ai fini cette histoire, mais je vous la raconte avec tellement de recul. Prenez ça comme quelqu'un qui raconte une histoire, je vous l'ai dit en plus, de mémoire. Hein, ouais, c'est de votre point de vue surtout, c'est de l'intérieur. Prenez-le comme une histoire qui vous est racontée avec du recul. Je cherche pas à vous donner des choses précises, c'est les souvenirs qui viennent. Mais ce qui m'intéresse dans la manière dont je vous le raconte, et pour vous, ça peut être utile pour des étudiants,
c'est de bien comprendre que l'avenir n'appartient pas à ceux qui ont réussi. L'avenir est écrit nulle part. Et les ruptures sont rarement prévues par ceux qui tiennent le marché, très très rarement. Vous le retrouverez dans mon livre, je donne tous les exemples, je donne une dizaine d'exemples de sociétés qui ont loupé le coche alors qu'ils avaient les capitaux, ils avaient tout. Ils avaient les hommes, mais recréer une nouvelle dynamique est quelque chose de très très... C'est pour ça que je crois beaucoup aux startups. Et c'est pour ça que beaucoup de grandes sociétés recréent des startups chez elles. Si jamais aujourd'hui vous aviez de nouveau 20 ans et que vous rentriez de nouveau sur le marché du travail, vous aimeriez rentrer dans une start-up ou travailler dans cet environnement-là? Peut-être. Plutôt qu'un grand groupe comme Apple ou Amazon ou Facebook, je sais pas. Je pourrais, mais j'aurais un handicap, c'est-à-dire que je suis rentré moi dans des sociétés technologiques, mais c'était les grandes AD du marketing. Moi, ma spécialité, c'est le marketing et le management. En fait, je n'ai pas une passion pour la technologie. Je pense qu'ils ne me recruteraient plus maintenant. J'aurais plus un profil qu'on recrute, si vous voulez. D'accord. On est sur un autre... mais à ce moment-là, le marketing, le management, c'est toujours... Ça risque encore de devenir plus à la mode. Ça risque de devenir plus... Ça semble négatif. C'est une mauvaise chose que ça devienne à la mode. Parce que je pense que le management est passé... C'est tout l'objet de mon livre, là. Hein. Je pense que le management est le parent pauvre de l'entreprise. Moi, je suis très impressionné par les entreprises, par tout ce qu'elles font. Si dans les centres de recherche, il se fait des choses formidables. Quand vous regardez Amazon, comment ils distribuent, je me dis, mais c'est incroyable la distribution vue par Amazon. Comment ils livrent, c'est incroyable. Mais c'est pas qu'Amazon maintenant, c'est presque toutes les sociétés qui sont organisées comme ça. Quand vous regardez les systèmes d'information, l'intégration des systèmes, la blockchain, des trucs comme ça, c'est incroyable d'intelligence, de technologie. Là. Quand vous voyez le management, je vois des caractères de gens où on peut faire nettement mieux. Mais nettement mieux. D'accord. Vous pensez que c'est un secteur qui manque, qui n'a pas suivi l'évolution technique, qui n'a pas intéressé. Puis ce qui m'inquiète, c'est que de plus en plus, les systèmes se passent des managers. D'accord. De temps en temps, vous avez l'impression qu'ils sont à côté, qu'ils courent à côté du système. Mais l'informatique a repris une grande partie de ce que faisaient les managers. Reprenez par exemple... Le lundi, dans le rituel des managers, c'était de passer l'information à leurs équipes. Maintenant, tout arrive. Oui, sur Outlook, sur un calendrier généralisé. Oui, mais vous vous rendez compte la différence entre un manager qui informe son équipe, donc qui a cette espèce de pouvoir de l'information, et tout d'un coup, vous le trouvez sur votre PC. Souvent, il n'a pas vu ce qu'il y avait sur le PC. Donc, lui, il est en retard. Donc, première chose déjà, il est souvent décalé dans le temps. OK ? Après, quand vous regardez la manière dont on va prendre un patron d'un service après-vente. Toutes ces visites de ces techniciens sont faites avec des programmes informatiques. Après chaque visite, souvent, ils ont un petit système, quel que soit le système, pour remplir, qui est analysé. Et à mon avis, dans plus de la moitié des sociétés françaises, c'est contrôlé automatiquement. À quoi il sert Donc, quand vous tombez sur un manager qui n'est pas un animateur, qui ne sait pas écouter, qui n'est pas clair dans ses explications et qui ne sait pas décider, vous m'avez dit gentiment au départ, vous êtes un peu méchant dans mon livre, j'ai des amis très proches qui me disent, qu'est-ce que tu as été gentil dans ton livre? La situation est beaucoup plus grave que ça. Pourquoi autant de gens partent dans des startups et pourquoi les startups ont cette image positive? C'est parce que dans une startup, justement, vous n'avez pas ce problème de management, où il est lié à la personnalité de celui qui crée la startup ou de ceux qui créent la startup. Souvent, dans les PME, si vous voulez, le management est très très lié à la personnalité du patron.
Mais quand vous avez, comme on a vu dans certaines sociétés, 3, 4, 5, 6 niveaux de management, 7, 8 on a vu, là vous n'êtes plus dans la personnalité de qui que ce soit. Vous êtes obligé d'intégrer les personnalités dans les processus de fonctionnement de la société. Et là, non, là je vais exagérer, j'allais dire qu'on en est au point zéro, non. Allez, si j'exagère, on va dire que ça mérite derrière mon livre, que d'autres livres prennent ça, plus dans le détail, et se disent quel est le rôle numéro 1 d'un cadre. Le rôle numéro 1 d'un cadre, c'est de créer de la valeur ajoutée managériale. C'est pas de gérer le présent. Gérer le présent, ça, c'est de la robotique. Demain, j'en ai plus besoin, je mets de la robotique. Quand il gère le présent, je mets son salaire au SMIC. Je ne peux pas le mettre en dessus. Il n'y a aucune raison. Tant qu'on ne m'a pas expliqué la valeur ajoutée managériale, je ne peux pas expliquer la prime que je mets en dessus du SMIC. Ça se traduit par quel genre d'action? Alors, vous avez bien sûr tout ce qui est innovant. Si vous avez l'équipe qui fonctionne d'une certaine manière et que vous apportez une manière qui apporte de la valeur ajoutée managériale qui peut se voir en termes d'amélioration de la profitabilité, c'est une valeur ajoutée, c'est la plus simple. Mais si vous pouvez créer une dynamique dans votre équipe, au-delà, qui crée une valeur ajoutée collective, alors après, il faut l'évaluer. Ça doit pouvoir se ressentir dans les résultats. Mais bien sûr, après, vous avez tout ce qui est innovant. Vous imaginez bien que je prends par exemple un service livraison. Dans un service livraison, dans la manière dont vous organisez vos tournées, vos trucs, il est évident que vous pouvez faire gagner beaucoup d'argent à la société ou vous pouvez amener aussi une manière de travailler beaucoup plus efficace. Après, c'est un équilibre entre la société et les équipes que vous dirigez. Vous pouvez développer une campagne publicitaire. Prenons l'exemple d'une société qui fait toujours les mêmes campagnes publicitaires. D'après ce que vous avez dit, vous avez amené des idées nouvelles sur la manière d'approcher les clients. Hein, dans la société que vous avez créée. Donc ça se chiffre. D'après puisqu'on a eu l'occasion de discuter ensemble, vous m'avez dit que vous avez amené un pourcentage de clients qui n'avaient pas avant. Dans la manière de traquer, oui, c'est ça. Mais oui, mais c'est ça qui fait la différence. Moi, j'attends d'un cadre ça. J'attends pas qu'il gère le présent. Qu'il trouve des solutions d'avenir. Pas forcément d'avenir, si vous voulez, on peut dire au minimum qu'il optimise. Mais quand on optimise, ça veut dire qu'on prend ce qu'on a et on fait au mieux. C'est une première étape. Je veux bien accepter que c'est de la valeur ajoutée, ça. On est rapidement limité. Au bout d'un moment, l'optimisation atteint son pic. Par exemple, vous avez une dimension, moi, que je regarde toujours chez un cadre, c'est son management transversal. Vous savez, ce qui est intéressant de regarder, si vous voulez, dans une société, c'est ce que font les managers débordés. J'adore les managers débordés. Vous savez ce qu'ils font? Ils se débrouillent? Non. Moi, je débrouille si vous voulez. Mais, allez, dans 4 cas sur 5, ils règlent des problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes ou qui n'auraient jamais dû naître. Parce qu'ils n'ont pas anticipé, c'est-à-dire que, vous les voyez, ils sont toujours agités, ils ont toujours une feuille de papier, ou ils sont derrière un écran, ils disent, tu crois que, si vous voulez, ils s'agitent autour d'un écran, d'un manuel ou de quelque chose, et ils bougent. Et pourquoi ils s'agitent? Ils s'agitent parce que, quand dans un système, vous avez un dysfonctionnement, parce que vous n'avez pas fait les choses dans l'ordre, vous ne les avez pas fait au bon moment, etc.
Ben, le dysfonctionnement, c'est très difficile de revenir en arrière. Et quand vous ne voyez pas large, souvent, quand vous réglez le dysfonctionnement, ça en crée un autre après. Or, le management, c'est d'abord anticiper, c'est prendre du recul. Il faut à la fois avoir, là je tombe sur mon sujet favori qui est le management, mais il faut savoir gérer le présent et le futur en même temps. Mais regardez-le de près. Peut-être que vous pouvez faire votre autocritique dans certains cas aussi, ça arrive à tout le monde. Mais vous verrez quand vous êtes débordé et que vous n'en pouvez plus, vous dites qu'est-ce que je fais en ce moment? Ben, il y a une décision que je n'ai pas prise à ce moment-là qui était évidente. Je ne parle pas des décisions imprévues. Et on ne l'a pas pris, je ne sais pas pourquoi. Mais ça peut vous arriver, vous, mais il y en a qui sont des spécialistes. Il y en a qui sont des spécialistes parce qu'ils n'ont pas les qualités d'anticipation, ils n'ont pas le recul suffisant. Et donc, ils sont sans arrêt, à régler les dysfonctionnements qu'ils auraient pu éviter ou qui se sont créés eux-mêmes. Et vous avez été confronté à ce type de management au fil de vos expériences Vous en avez beaucoup. C'est en permanence. Même dans le top management, parce que vous étiez quand même assez proche de la direction. Le top management, je ne l'aborde pas à fond dans mon livre. Ça mériterait un autre livre. Parce que je considère que ils sont dans la stratégie. Mon livre est pas... J'en parle de la stratégie, j'ai un chapitre sur les dirigeants, mais je ne rentre pas dans la stratégie. Leur job, c'est la stratégie. S'ils ne définissent pas des bonnes stratégies, ça va se voir en sortie. Mais je suis dans le management, je dirais, plus opérationnel dans ce livre-là. Peut-être que j'en écrirai un autre derrière. Si je l'écris, ce sera forcément là-dessus. Ça sera entre les dirigeants et les managers. Mais sur les managers, mais à tous les niveaux, ça existe, ça. Et chacun peut faire son autocritique aussi. Moi, le premier, il y a des cas où vous vous dites, mais c'est pas vrai que j'ai pas vu ça. Et vous perdez énormément de temps, vous perdez un temps. Mais regardez une société, c'est très très rare que quelqu'un vous dise, je travaille sur un projet à venir. Souvent, on les met de côté, ils sont dans du bureau, ils sont même plus dans la société, ils s'occupent d'autre chose. Mais ils ne sont pas dans la société au jour le jour, et d'ailleurs, vous les dérangez. Mais normalement, un manager doit savoir gérer le temps court et le temps long en même temps. Alors, si vous êtes dans le management opérationnel, le temps long, il est peut-être de 3 mois ou de 6 mois. Et le temps court, il est peut-être de la semaine ou de demain. Quand vous êtes dans le top management, le temps long, il peut être de 5 ans et le temps court d'1 an. Ce n'est pas les mêmes choses. Mais ce qui est certain, c'est que vous ne pouvez pas vous occuper du jour le jour sans regarder un petit peu comment tout cela se projette. Ça, c'est pas possible. Et ça, c'est très, très important quand vous recrutez un manager. Ok. Et du coup, cette volonté d'exprimer tous ces sentiments vis-à-vis du management, ça vous vient du fait que, je sais pas, vous avez une expérience en tant que consultant, parce que je sais que vous avez été consultant un certain nombre d'années. Vous avez pu voir ça en votre fait, société. j'ai toujours fait du management. Je dirais presque que c'est la seule chose que je sais faire. C'est-à-dire, je sais créer des équipes, je sais les manager, je sais les entraîner vers des objectifs collectivement, je sais recruter. Quand j'ai quitté des sociétés, souvent, je suis parti avec des équipes. Ça, je sais faire. Je dirais que c'est peut-être ce que je fais de mieux, ce que je sais vraiment faire. Le reste, je suis plus approximatif. Du coup, vous avez des conseils un peu pour éviter cet écueil du management toxique ou de l'anti-manager? Des conseils pour soit créer son équipe de managers, soit pour soi-même être un meilleur manager au jour le jour? Oui, j'ai tout ça dans le livre. Mais je vais vous donner... Non, je peux pas... Parce que je vais vous dire aussi, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des articles, des livres, tout ça, c'est pas faux. Mais je vais essayer... Moi, je préfère donner des idées simples. Je vais vous donner l'idée. J'étais chez Xerox,
Je vais vous donner 2 idées, 2 anecdotes. On va peut-être finir là-dessus, non? Bah, allez-y. Enfin, je parle aussi, si vous voulez, comme ça après. J'espère que vous prendrez les bons morceaux. Je vais vous donner les 2 anecdotes. Je vais en donner une première. Je suis chez Xerox, je suis en train de lancer justement la souris, tout ça. On est dans ces années-là. Ou on est peut-être un petit peu avant. Enfin, on est autour de ces années-là. Et puis la direction me dit, tiens, on vient de racheter une société, je crois qu'elle s'appelait Versatech, de tête. Il y a le patron, on a pris le patron qui va nous aider. C'était des tireuses de plans sur papier ordinaire. Vous savez, on faisait sur un papier, une espèce de papier calque avant. Papier ordinaire, il avait inventé ça. J'ai plus le détail en tête parce que c'est vraiment très, très, très loin. Mais écoutez, comme vous occupez, vous, de tout ce qui est pas copieur dans la société, ça c'est intéressant pour vous. Regardez si on peut lancer ce type de produit en France. Discutez avec lui. Très bien. On fait comme on fait toujours en France. On va déjeuner, comme on a fait. Dans un déjeuner, alors on n'était pas sur une terrasse, on était à l'intérieur. Et puis, pour lancer la conversation, je lui dis, il avait fait fortune, il m'a montré son bateau avant qu'on y aille, aux États-Unis, sa bagnole, enfin tout, sa piscine, bien. On voyait qu'il était décontracté de ce côté-là. Et je lui dis, pour lancer la conversation, le truc le plus banal qu'on puisse dire, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi, vous, et que d'autres n'ont pas eu les idées que vous avez eues? Franchement, je n'étais pas vraiment fier de ma question, mais j'ai dit, je vais essayer. Il dit, Jean-Claude, là, je vais te dire le secret, ça va aller extrêmement vite. Tu vas comprendre comment on réussit dans la vie, et ça, c'est valable. C'est valable maintenant, c'est valable dans tous les business, et ça sera valable dans un siècle. Ouais, j'ai vraiment envie d'entendre le secret, du coup. Alors, il me dit, regarde derrière toi. Alors, je me tourne, je vois une baie vitrée. Je dis, ouais, je vois une baie vitrée. Il dit, c'est pas la baie vitrée qu'il faut regarder. Qu'est-ce qu'il y a derrière la baie vitrée? Je lui dis, il y a une avenue. Et il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Décris-moi l'avenue. Je dis, il y a un trottoir. Je vais dire, il y a un trottoir à droite, il y a un trottoir à gauche et une avenue. Si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu sois sur le trottoir de droite ou le trottoir de gauche. Perds pas de temps au milieu. Je vais t'expliquer pourquoi. Le trottoir de droite, c'est la stratégie. Le trottoir de gauche, c'est le terrain, c'est le client. Et le milieu, c'est tout ce qui est entre les deux. Toi, tu t'occupes que de la stratégie et du client. Au milieu, tu trouveras toujours des gens, des systèmes pour faire le boulot bien mieux que toi. Et en plus, oublie pas une chose, c'est l'endroit le plus dangereux pour toi. OK? Donc, tu restes sur le trottoir de droite et le trottoir de gauche. Et moi, je n'ai jamais quitté ni le trottoir de droite, même quand notre stratégie, très souvent dans les jobs que j'ai faits, la stratégie ne se faisait pas en France, se faisait ailleurs. Mais j'ai toujours remis ça dans un contexte français pour toujours avoir un discours stratégique, toujours. Et j'ai jamais quitté les clients. Jamais, jamais, jamais. On s'en souviendra longtemps. OK? Et ce que je constate, moi, et si j'écris un livre sur les dirigeants, ça fera partie d'un chapitre, c'est que le dirigeant, au bout d'un certain moment, nomme un directeur adjoint. Quand vous avez un directeur adjoint, ça veut dire une chose, c'est qu'il y a un dirigeant, ça l'emmerde d'aller voir des clients. Gardez bien le mot, ça l'emmerde d'aller voir des clients. Donc, il délègue ça à un directeur adjoint. Et un directeur adjoint, ça dit que des mensonges. Ça revient, ça dit, chef, j'ai vu, non, c'est bien, aucun problème, il n'y a jamais de problème. Ou alors, il revient, c'est catastrophique, ça, mais il n'y a pas toute cette nuance, ce que l'on ressent dans son corps quand on a vécu le truc en direct.
Or, dès que vous avez des directeurs adjoints, dès que vous avez un chef de cabinet, vous pouvez dire, je pense qu'à coup sûr, comment elle s'appelle, la catastrophe nucléaire Fukushima, non, Tchernobyl, française. Fessenheim. Non, la société, vous couperez, là, j'ai perdu le nom. Qu'avec 5 milliards de dettes que vous allez payer, vous, elle avait forcément, comment elle s'appelle, l'ancienne assistante de Mitterrand qui avait repris dans le nucléaire. Je crois on est trop jeune. Oui, mais c'est toujours. Vous avez payé la note, je ne l'ai plus. Mais elle a forcément, vous coupez ça, elle avait forcément un chef de cabinet qu'elle avait vu ça en politique. Quand vous avez un chef de cabinet, vous n'êtes plus en train de parler qu'avec vos collègues internationaux et vous n'êtes plus près du business. Et quand, tout d'un coup, il y a un Steve Jobs qui arrive sur le marché et tout d'un coup, il crée une rupture dans le mode de raisonnement, dans la manière de voir le marché, votre chef de cabinet, lui, il est dans ses papiers. Un patron, il ressent ça. Les grands patrons, ils ressentent ça. Il y a un moment, ils ressentent moins, mais ils ressentent ça. Et plus vous déléguez. Donc, un des grands conseils que je donne, c'est d'avoir les structures les plus courtes possibles. C'est toutes les qualités des startups, j'y peux rien. Et je vous donne mon deuxième idée. Il y avait c'était chez Xerox toujours, PDG du groupe qui s'appelait Dave Kern, je crois. Et il vient en France, 100 000 personnes. Et réunion, c'est la première fois qu'il venait. Donc tout le monde, à ce moment-là, il fallait tout le monde costume bleu, cravate rayée, chemise blanche, pas de chemise rose, verte, interdit, ni bleu même d'ailleurs, chaussettes noires, tout le monde était comme IBM, il fallait être comme IBM. On n'avait pas la coupe de cheveux en brosse, mais presque. Donc la norme, c'était IBM, il fallait être comme IBM. Et il a annoncé, donc tout le monde fait passer, il va venir, donc préparez-vous, il y aura forcément une grande réunion avec tout le personnel. Donc on prépare notre salle de réunion, je ne sais pas combien, il est la plus grande salle, et mettons qu'elle faisait 800 personnes, j'en sais rien. Et tout le monde se prépare. Pour la réunion, tout le monde au garde à vous, bien sûr, tous les directeurs en disant, bon, faites attention, posez des questions, mais bon, vous imaginez comment ça marche dans ces cas-là. Et lui, il arrive, et il annonce, il avait passé un petit coup de fil la veille, il dit non, moi je vais aller voir un client. Donc il demande qu'on lui prépare un client, il avait passé quand même la veille, on avait choisi un client de rencontre. Et le matin, alors que tout le monde attendait la réunion, il est parti chez un client. Là, je suis un grand nombre d'années après, je l'ai toujours en tête, ça ne m'a jamais quitté. Donc plutôt que de répéter comme des perroquets qu'il faut s'occuper des clients, le conseil que je donne à tous les cadres, c'est de faire ce qu'a fait Dave Kern. Ça gagne un temps, vous n'avez plus besoin de le répéter après. Tout le monde a compris que, et je reprends mes trottoirs, c'est l'exemple de celui qui a compris qu'il n'y a que 2 trottoirs qui comptent. Tout ce qui reste au milieu, c'est important, mais il suffit de mettre les bons systèmes et d'avoir les bonnes personnes pour le faire. Par contre, en stratégie, on peut se tromper. Et le dernier pas à faire, c'est le pas opérationnel. Et si vous n'avez pas de bonnes équipes opérationnelles, ça ne marche pas. Donc, chaque fois que je vois des sociétés avec 8 niveaux de management, je me dis, soit ils sont fous, soit finalement, ils ne réfléchissent pas suffisamment. À quoi sert 8 niveaux ? Je vais vous dire ce qui a marqué beaucoup la France. Est-ce que vous savez, par exemple, que vers le XVIIIe siècle, il n'y avait pas de grandes entreprises. Mais il y avait 2 grandes structures de management. Si on se place, si vous voulez, au moment, la révolution industrielle, c'est le XIXe siècle, si vous voulez, il y avait quelques
grosse société d'État, mais il n'y avait pas de grosse société. Les deux grands modèles, c'était quoi? L'armée et l'Église. C'est les deux grandes multinationales qu'il y a toujours eu, pratiquement. Or, quand vous voyez la France a eu beaucoup de mal, alors on va pas dire de l'Église, on va dire de l'armée, de se sortir de ces structures. Vous savez que le mot de cadre vient de ça. Le cadre, c'était là où c'était le tableau, je crois, des promotions, on le met dans le livre, de l'armée. C'était un cadre et on a repris le mot cadre. Et donc, cette structure hiérarchique a existé pendant longtemps. Par contre, ce qu'on dit dans notre chiffre, on est pour toute la modernité que l'on veut en méthode de management. Par contre, on ne peut pas se passer de chef comme référence. Je parle dans les structures, dès que les structures atteignent 3 niveaux. Mais un chef, ça ne veut pas dire un chef hiérarchique. Ou un chef qui fonctionne dans une hiérarchie stricte, avec des structures et des formes de fonctionnement militaire. C'est plus un leader, du coup. C'est Pierre de Villiers qui parle de ça dans son bouquin. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Pierre de Villiers. Ouais, non, mais il y a qu'est-ce qu'un beaucoup. chef? C'est un sujet que. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Cette notion de leader est pas nouvelle, mais je l'aborde même pas comme ça. Moi, je l'aborde. Le mot de leader, il est passé dans l'esprit de tout le monde, le leader. Mais en fait, c'est comment je fais fonctionner l'ensemble. Parce que le leader par rapport à une équipe, on comprend bien ce que ça veut dire. Mais ça ne se limite pas à une équipe, le management. Le management, c'est des structures assez compliquées, avec des objectifs contradictoires, avec des modes de fonctionnement, avec des process compliqués. Donc, il y a des logiques qui se heurtent. Donc, ce que l'on appelle, celui que l'on décrit dans notre livre, il doit avoir en tout cas un leadership et une autorité naturelle. Tout le monde réclame de l'autorité. Ce que les gens ne supportent pas, et les nouvelles générations comme vous, c'est les petits chefs. Alors ça, ils ne supportent pas. Les chefs haillons, les chefs qui veulent imposer, si vous voulez, une logique de haut en bas et top-down. C'est-à-dire que dans le management moderne, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'un chef doit donner la direction, il doit donner des points de repère. Ça, pour moi, c'est incontournable. C'est pour ça qu'on s'oppose aux théories de l'entreprise libérée, qui est un livre qui a eu son succès il y a quelques années, parce qu'eux, ils suppriment complètement les chefs. Mais par contre, dans le mode de fonctionnement à l'intérieur, il est évident que toutes les notions à la mode doivent être activées. C'est-à-dire un travail beaucoup plus collectif, un travail beaucoup plus participatif, beaucoup plus ouvert. Management à l'horizontale. Oui, mais sans supprimer les chefs. D'accord. Faut garder une tête pensante. Bien sûr, parce que vous allez le voir avec la crise. Vous allez voir avec la crise. Si vous faites du brainstorming, c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de chef. Mais je peux vous dire que dès que la situation se tend, dès que ça devient extrêmement compliqué, si vous n'avez pas un chef, ça ne peut pas fonctionner. Moi, il m'est arrivé de diviser la société en deux, de revendre une partie de la société à Akai. Ça m'est arrivé de racheter des parties de société. Chaque fois, je peux vous dire que le personnel a besoin d'un point de repère. Mais quand l'entreprise va mal, elle a besoin. Quand l'entreprise se développe très très vite, elle a aussi besoin, mais pour d'autres raisons. Mais par contre, le management doit être un management moderne et toutes ces notions ne sont pas incompatibles. Mais là, on tombe sur le dernier point. Alors ça, j'engage tout le monde à aller voir dans mon livre, qui sont les biais cognitifs. C'est-à-dire que ne veut pas être manager qui veut. Beaucoup de consultants, alors je m'excuse pour les consultants, je le dis entre parenthèses,
vous diront qu'on peut former les gens qui n'ont pas d'autorité et qui n'ont pas de leadership à l'autorité et au leadership. Pour moi, ce sont des qualités naturelles. On peut peut-être limiter la casse, mais on peut pas. Le leadership, ça prend pas pour moi. On peut peut-être limiter la casse. Bien sûr que eux vous diront toujours que ça s'apprend, puisqu'il n'y a rien de plus formidable que de former des gens qui n'auront jamais de leadership et de les former toute leur vie au leadership. Du coup, quid des écoles de management est-ce qu'il y a une réelle utilité si on ne peut pas former manager, à quoi sert une école de management? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis que comme manager avec une équipe, il faut avoir des qualités naturelles de base. Ok? Leadership, autorité, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est de là naturel. Je dis même pas être un leader, si vous voulez, parce que ça peut avoir, c'est péjoratif aussi être un leader. Ça veut dire d'écraser un petit peu les autres et qui vous suivent. Ils peuvent vous suivre aussi dans les mauvaises directions. Mais dans une école de commerce, vous apprenez derrière le leadership, si vous voulez, l'autorité. Alors le leadership permet de donner la direction et d'arriver à fédérer les gens derrière un discours et donner une direction. Mais ça ne vous donne pas tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas... les écoles de commerce sont très très importantes et le contenu est important. Par exemple, savoir mener une réunion, ce n'est pas une question de leadership. Vous avez des tas de gens qui ne savent pas mener une réunion. Je donne des sondages là-dessus. Il est clair que dans les réunions, tout le monde sait qu'il y a à peu près 50% du temps qui est perdu, qu'en règle générale, vous n'avez pas d'ordre du jour et que derrière, il n'y a pas de compte rendu et qu'il n'y a pas de décision de prise. Dans un grand nombre de décisions. On le sait. Donc, ça s'apprend. D'accord? Après, vous avez dans la manière de gérer vos équipes au jour le jour, vous avez toute une série de techniques qui sont en plus de l'autorité naturelle du leadership. Puis vous avez bien sûr tout l'aspect technique, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais si vous voulez dire je fabrique un leader, alors vous avez des leaders de compétences qui naissent. C'est vrai. Ils peuvent tout à fait être suivis par rapport à des situations particulières. C'est ce que vous appelez manager de transition, non, dans votre livre? Non, c'est autre chose. Manager de transition, ce sont des gens qui sont à l'extérieur de la société et qu'on embauche, comme par exemple directeur financier pour 6 mois. D'accord, mais ça repose quand même sur une compétence technique particulière qui fait qu'ils vont être suivis. C'est, si vous voulez, une intérim un peu plus structurée. D'accord. On fait rentrer quelqu'un, ça peut être plus long. Ça peut être plus long, c'est très à la mode, ça évite d'avoir à embaucher en catastrophe des gens. Donc, il y a... ça peut être utile. Ça peut être utile. Dans certains cas, ça peut être utile. C'est très difficile à un certain niveau d'embaucher. Alors, je ne sais pas où on en est. Vous voulez qu'on fasse une pause là Jean-Claude, on a quand même pas mal de contenu, donc c'est sympa. Moi, j'aurais une ou deux questions à te poser avant qu'on termine. Tout d'abord, comment tu fais au jour le jour pour progresser, que ce soit dans tes activités d'écriture, en tant que manager? Je sais pas si tu manages encore une équipe. Comment au jour le jour, c'est quoi tes recettes? Non, je suis là, tes recettes je suis plus dans cette logique-là. Je suis plus dans cette logique-là. Si vous voulez, vous avez... Maintenant, je ne travaille plus que par plaisir et amitié. C'est-à-dire, là, je l'ai fait, ce livre, je l'ai fait parce que j'ai une amie qui est chercheuse, qui avait besoin d'une compétence pour crédibiliser le livre. Si vous voulez, elle avait un certain nombre d'idées, mais il fallait que ces idées soient resituées dans la vie des entreprises. Donc, j'ai démarré comme ça. Et quand je fais quelque chose, je le fais à fond.
Donc, je vais au bout de la logique, par plaisir et par amitié. C'est les deux critères qui me tiennent. J'essaye pas forcément On est parti, par exemple, dans la Silicon Valley. On a dû faire 9 jours dans la Silicon Valley pour préparer, par exemple, ce livre. Voir un petit peu comment ça bougeait là-bas. On est revenu avec moins d'idées que je pensais parce que c'est une période d'abord spéciale pour la Silicon Valley. Ils ne sont pas les rois du management. Parce que on pourrait penser quand même, il y a une image du management à la Google un peu, oui, mais c'est qui, les rois du marketing. Qui est assez fantasmée en France. Non, c'est pas ça, c'est les rois du marketing, c'est les rois des nouveaux produits, c'est les rois des nouveaux concepts, c'est les rois. Mais le management, vous rentrez dans une société et vous en sortez quand vous en avez envie. Vous investissez pas. Tout ça, c'est très mobile, si vous voulez. Il n'y a pas la même, c'est pas la même dimension. Quand quelqu'un pose problème, ben vous le licenciez. Le management, il est vite réglé. Hein. Expéditif. Ouais. En France, si vous licenciez tous les gens qui ne faisaient pas l'affaire dans les entreprises, il y aurait des structures légères. Hein. Non, là-bas, c'est pas un problème. Le management tel qu'on... Si vous me dites la stratégie, si vous me dites l'innovation, si vous me dites, enfin, tout ce qui fait la réputation, oui. Donc, on n'a pas appris grand-chose en management. Je dirais que la France n'est pas en retard là-dessus. Même la France est très en avance. Quand vous regardez toutes les questions qu'on se pose sur le plan du management du personnel, ils ne se les posent pas là-bas, je peux vous dire. Ce n'est pas leur problème numéro un. Mais il y a toujours des idées à prendre. Il y a des idées à prendre. Non, il y a 2-3 idées à prendre. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que quand ils cherchent à créer une société, ils ne vont pas dans les banques. Ils cherchent les capitaux sur le marché des capitaux, ils cherchent l'argent liquide, il y en a beaucoup qui circulent, il y a toujours des gens qui sont prêts à financer des projets, si votre projet est intéressant. Oui, évidemment. Donc ça, c'est intéressant, et puis ils ne perdent pas beaucoup de temps sur les faux problèmes, mais ils ont leurs problèmes aussi. La Silicon Valley en ce moment se pose des problèmes, et des problèmes qui sont autres. Ok, et Jean-Claude, la toute dernière question de cet épisode... Jean-Claude, pour toi, grandir, c'est quoi? Alors, grandir en tant que... si je me mets dans la peau d'un élève... C'est assez global, en fait. Le podcast s'appelle Gross Up. Donc, on essaye de mêler tout ce qui est business avec la croissance et comment on fait pour grandir. En tant que nous, on est déjà très, très jeunes. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à ça. Et donc, c'est un concept qui est global. C'est en même temps comment on fait pour grandir au quotidien. Et puis, quand c'est lié au business, comment on peut le lier? Je vais vous répondre à cette question d'une manière utile, surtout pour les étudiants. Moi, j'ai une première chose à dire aux étudiants. Allez vers ceux que vous aimez. Allez travailler d'abord, ou orientez-vous vers ce qui vous attire, vers vos passions, vers... N'allez pas dans des domaines parce qu'on n'y gagne plus d'argent qui ne vous intéressent pas. La première chose, c'est vraiment de se lever tous les matins et de se faire plaisir. Se dire, c'est formidable, je vais travailler aujourd'hui. Et en plus, j'ai trouvé des gens qui me payent. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on m'a payé autant. C'était inutile. Vous l'auriez fait juste par plaisir Presque. Non, il fallait nourrir. Oui, quand même. Il fallait nourrir ma famille, mais franchement, quand vous levez tous les matins et que vous faites par plaisir, pourquoi? Parce que d'abord, vous êtes plus efficace, vous avez un moteur, mais vous êtes beaucoup plus créatif. Parce qu'on n'est pas bon en tout. Moi, je vous ai dit, ce que je sais faire, c'est très, très limité. Et je suis arrivé toute ma vie à rester sur le créneau marketing management, tout en étant président de société. C'est fort quand même. Et de sociétés technologiques. Je pense que jamais ça serait possible maintenant, si vous voulez. Alors ça vous oblige à vous entourer de gens complémentaires. La deuxième chose, c'est de vous dire, je ne sais pas ce que veut dire grossir si c'est en taille, mais je ne pense pas pour vos générations, c'est un objectif de manager des grosses sociétés. Je ne pense pas que ça soit un objectif, je vais vous dire, c'est même un peu cucu comme boulot maintenant. Parce que votre valeur ajoutée,
est limité par tout un tas de choses autour qui fait que vous avez rarement les mains libres. Rarement les mains libres. Il y a un job qui est intéressant, c'est le numéro 1. Numéro 2, déjà, il faut avaler beaucoup de couleuvres. 3, 4, 5. Après, vous n'avez pas toujours tout l'espace pour... ceux qui sont en dessous ont l'impression qu'il y a beaucoup d'espace. Il n'y en a pas autant que ça. Vaut mieux être banquier maintenant que directeur adjoint, par exemple. Si vous aimez, vous avez déjà oublié ce que je vous ai dit en premier. En premier, si l'argent est votre plaisir, allez vers la banque. Si l'argent, vous pensez que c'est uniquement pour vous acheter la dernière voiture, allez pas vers la banque. Allez pas vers la banque. Allez vers ce que vous savez faire le mieux. Allez vers votre valeur ajoutée. Monnayez votre valeur ajoutée. Monnayez votre valeur ajoutée. Super conseil, ça. Monnayez votre valeur ajoutée. Si vous avez une société de 6 ou 7 personnes, vous ferez souvent un travail avec une valeur ajoutée bien supérieure à quelqu'un qui en a 1000 sous lui et qui n'a pas les mains libres. Il y en a qui arrivent à trouver leur espace. Moi, dans les sociétés dans lesquelles j'ai toujours eu à peu près mon espace. Bon, parce qu'ils savaient aussi que j'avais besoin d'espace. Mais quand vous n'avez pas d'espace, votre valeur ajoutée peut être très très faible. Très très faible. Et donc, à partir de ce moment-là, ce que vous allez grandir, je dirais peut-être grossir ou aller plus en profondeur dans ce que vous allez faire. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez de la valeur ajoutée, vous le voyez à un critère. Des gens viennent vers vous. Et vous dites, ah, tu fais ça. Et à partir de ce moment-là, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. C'est-à-dire que si vous créez du mouvement, vous allez rencontrer d'autres personnes qui créent du mouvement. Et quand les personnes qui créent du mouvement rencontrent d'autres personnes qui créent du mouvement, à un moment ou à un autre, ils décident ensemble de quelque chose. Alors, il y a des échecs, des choses que j'ai appris dans les Silicon Valley. Ils m'ont dit, oui, on sait qu'il y a 9 investissements sur 10 qui se cassent la gueule. On le sait. De toute façon, on fait souvent des barbecues. Pour le dernier truc qu'on a loupé le week-end, c'est pas un problème. Mais par contre, si on loupe Google, si on loupe Facebook, si on loupe tous les gros investissements, Musk et les autres, alors là, c'est grave. Mais là, on fait 1000 fois l'investissement. Or, on sait que 9 fois sur 10, l'argent est perdu. C'est pas un problème. Mais on n'accepte pas. Alors, il disait ça en plaisantant. On n'accepte plus, on parle plus aux gens qui viennent dans les barbecues et qui ont loupé Musk. Ceux qui ne croyaient pas en Musk, vous avez vu que maintenant... il a la 4e ou la 6e fortune des États-Unis, alors qu'au départ, personne pensait qu'il... Alors lui, on le prenait pour un vrai fou. Oui, carrément. Ouais. Ah ouais. Même il y a de ça qu'un an ou deux, Ah c'était ouais. encore... C'est fou. C'est fou. Donc, l'argent, c'est pas pareil. Donc, ça, c'est le problème de la France. Quand vous avez des idées comme ça, c'est que si vous rencontrez des banquiers, vous êtes mal barré. Non, mais ils m'ont dit là-bas, dans Silicon Valley, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'un banquier comprenne quand Musk arrive pour la première fois? Quand il lui dit la première fois, alors c'est peut-être la deuxième, je suis obligé de rire un peu, c'est peut-être la dernière fois, il dit qu'il veut mettre 1 million de personnes sur Mars. Qu'est-ce que vous voulez que le banquier sorte son carnet de chèques? C'est vrai que c'est compliqué à... Or, à à Palo suivre. Alto, il y en a qui sortent leur carnet de chèques pour des trucs comme ça. Et puis s'ils se plantent, ils font leur barbecue et ils passent une bonne après-midi. C'est ça la différence. Et la prise de risque, donc, dans mon livre, j'explique plusieurs fois pourquoi il faut prendre des risques et pourquoi l'erreur est positive. Il y a 2 types d'erreurs. Il y a les erreurs prévisibles de gestion. Si vous en faites, c'est pas grave, vous avez fait une erreur. Très bien. Si vous refaites la même, c'est très embêtant. Là, on commencera à plus être très très amis et à 3, vous serez licencié. Par contre, si vous prenez un risque dans une innovation et que vous faites une erreur,
Ben, très bien, c'est la norme. Et si vous en faites 2, 3, 4, 5, après je vais juger de l'erreur, mais c'est pas catastrophique, il faut faire des erreurs. Je vous encourage à faire des erreurs. Il y en a un qui s'appelle Dyson, je donne l'exemple dans mon livre. J'ai plus le chiffre exact, mais je vous donnais le chiffre approximatif. Avant d'arriver à son aspirateur, il lui a fallu 11 ans. 5715 prototypes. Donc 5715 erreurs. Il a réussi sur le 5716e. Il ne trouve personne pour financer. Il trouve des Japonais pour fabriquer, mais juste pour fabriquer avec lui, de prendre le risque avec lui. Il est obligé d'hypothéquer sa maison. OK? Quelques années après, je sais peut-être 10 ans après, c'est devenu la norme absolue. Il devient Sir Dyson. Il a une fortune. Alors la fortune, c'était l'année passée de 6 milliards. Elle a dû monter depuis un petit peu. Et il est en train d'imposer la norme. Il avait fait que 5715 erreurs avant. Erreurs entre guillemets. Donc, il faut bien différencier l'erreur. Or, nous, on a cette culture, et ça, je le dis aux étudiants, choisissez bien vos patrons. Non, je vais finir là-dessus. Il faut que je leur dise, il faut que je leur donne ce conseil à ne pas suivre. Tous mes conseils sont à... Vous réfléchissez dessus, vous les oubliez, et regardez si dans le temps, il vous en reste quelque chose. Vous aurez forcément pris la meilleure partie par rapport à votre caractère. Donc, pour revenir sur cette erreur, sur ces erreurs-là, ce ne sont pas des vraies erreurs. Je donne plusieurs exemples dans mon livre. Vraiment, j'encourage tout le monde à le lire, mais le lire après avoir écouté ce que j'ai dit. C'est-à-dire que ça va ensemble. Si tu peux juste rappeler le titre. Ça s'appelle Manager de temps de crise. Et juste en dessous, il y a un sous-titre qui est « En finir avec le management toxique ». Je mets d'un côté la crise qui va arriver et la problématique des managers. Mon diagnostic, c'est que 2/3 des managers ne sont pas prêts pour cette crise et qui vont être en difficulté. Et dans ces 2/3, il y a 1/3 qui n'aurait jamais dû être nommé, pour moi. Je pense qu'il y a 1/3 dont un manager sur 6 qui est toxique, c'est-à-dire qui détruit de la valeur au lieu d'en construire. Donc le message n'est pas pour les étudiants, là, il est pour les dirigeants de ne pas laisser des managers toxiques parce que non seulement ils détruisent la valeur, mais ils font beaucoup de mal aux équipes. Les managers ne le voient pas parce que, si vous voulez, ils les utilisent. 3 conseils pour finir à ne pas suivre. Hein. Premier conseil, choisissez bien une société, pas une société qui est trop établie. Essayez de trouver une société qui a quelque chose à dire. Si ils ont tous des médailles et s'il y a une culture d'entreprise qui fait que, en arrivant, il faut que vous rentriez dans la culture d'entreprise et que vous n'avez pas le choix, n'y allez pas. C'est une société de vieux, vous allez perdre votre temps. Ou de toute façon, il n'y aura pas de la place pour vous. Les places sont déjà prises. Prenez une société où il y a déjà des signes qui sont en train de relever un challenge, où éventuellement il y a des filiales, où on donne, si vous voulez, pas une société, si vous voulez, qui est structurée à l'ancienne, où on va donner sa chance à des jeunes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand on vous propose un job, faites très attention au job qu'on vous propose. Si on vous dit, d'un côté, on vous définit le job en disant « ça, c'est un job super important », la définition de job, elle tient 100 pages. C'est pour vous dire si c'est important. Et s'il y en a un autre qui vous dit « écoutez, on est dans une pagaille absolue », revoyez-vous et dites-moi comment il faut redéfinir le job. Prenez
le deuxième job. Parce que le premier, s'il y a 100 pages, vous avez bien compris que vous n'avez aucune liberté, il faut faire tout ce qui est écrit dans le bouquin. Donc votre valeur ajoutée n'intéresse personne, et si la technologie va suffisamment vite, 6 mois après, vous êtes remplacé par un robot. Par contre, si vous prenez le job de la société, on vous dit, écoutez, on est dans une pagaille absolue, vous nous dites ce qu'il faut faire, et puis vous essayez de remonter l'unité. Bon, après, il faut que vous croyiez un petit peu qu'il est possible de la remonter. Vous prenez celle-là. D'accord ? Donc, faites très attention aux sociétés trop structurées. Sauf si votre objectif de vie, c'est de passer les week-ends avec votre femme, de rentrer le soir à 17h et d'être payé 20% au-dessus du SMIC. Ça peut être aussi ça, votre... Mais si vous avez envie de changer le monde... Et j'espère que tous les étudiants de l'EM Lyon ont envie de changer le monde. Il faut que vous preniez des risques calculés. Le dernier point, c'est presque le plus important et peut-être le plus difficile, c'est de choisir votre patron. Tous les systèmes fonctionnent des deux côtés. Vous êtes recruté, mais vous recrutez. Si vous avez du mal à trouver un job, vous serez content du job que vous trouverez et puis vous ne chercherez pas trop. Si vous avez le choix, partez avec un patron fort. Avec un patron qui compte dans la société dans laquelle il est. Vous serez peut-être moins tranquille, mais si vous avez confiance en vous, vous allez pouvoir suivre dans sa carrière. Dans un premier temps, c'est toujours bien de suivre quelqu'un de fort dans sa carrière. Dans un premier temps, j'en dis. Jusqu'au moment où vous avez suffisamment appris et puis que vous allez mener votre carrière seul. Très souvent, les gens forts arrivent au sommet. Quand je dis fort, ça ne veut pas dire destructeur. Ça veut dire fort au sens noble du terme. Ça veut dire que un jour, ces gens arrivent au sommet et vous confieront à un moment ou à un autre une filiale où ils vous donneront un job dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Mais vous voyez, je reprends les trois. Vous avez le choix de la société, vous avez le choix du job et le choix du patron. Les trois ne sont pas neutres. Ils ne sont pas neutres du tout. Et les premiers jobs que vous prenez, contrairement à ce qu'on pourrait croire, orientent beaucoup la carrière par la suite. Surtout en France, si à un moment vous avez travaillé dans les spaghettis, il n'y a plus que les sociétés de spaghettis qui s'intéressent à vous. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est très très curieux en France. Alors ça, on ne le trouve pas aux États-Unis à ce point-là, si vous voulez. Vous dites que vous avez passé 6 mois en Chine, ou 6 mois... j'avais un fils qui s'intéressait au manga. Il a fait un stage, tout de suite, ça a été un critère important pour entrer chez Samsung. Vous voyez ? Mais, alors, Samsung, ce n'est pas une société française, mais si vous voulez, c'est un critère qui, en France, est très valorisé. Alors que, pour moi, je trouve ça très dommage, surtout que les générations actuelles, elles veulent changer d'orientation au départ. Mais votre première orientation n'est pas neutre. On va faire attention alors. Et si vous voulez, il vaut mieux, par exemple, démarrer dans la technologie que dans les spaghettis. J'ai rien contre les spaghettis. On peut faire de magnifiques carrières dans les spaghettis, mais ça va vous donner une image tout au long qui est plus facilement négociable que dans les spaghettis. D'accord, ok. Bon, vous voyez que je finis quand même sur une conclusion qui est d'une profondeur que vous n'imaginiez pas au début. Ah oui, totalement, oui. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, j'imagine que ça va être très utile, surtout si vous êtes en début de carrière comme nous. En tout cas, on te remercie Jean-Claude, c'était vraiment super intéressant. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Et tous les conseils que je vais donner, bien sûr, ne les suivez pas, mais ne les oubliez pas totalement. On va les garder dans un coin de notre tête. Voilà. Jean-Claude, si on peut te suivre quelque part sur Internet, sur LinkedIn. Oui, je suis sur LinkedIn. Pendant tout le temps, vous ferez un petit peu de publicité pour mon livre dans l'école.
si vous voulez, en fait, je suis lyonnais, moi, d'origine. D'accord. J'ai beaucoup de famille à Lyon, donc je passe de temps en temps à Lyon. J'y étais cet été, j'y ai passé une dizaine de jours. J'ai fait beaucoup de choses à Lyon. J'ai même joué à l'Olympique Lyonnais pendant 2 ans dans l'équipe junior première, puisque j'ai fait la Gambardella avec l'Olympique Lyonnais à une très très belle époque. Donc je suis très très lyonnais. Donc on trouvera, si vous avez une occasion, je viendrai à Lyon et puis on fera un petit truc. Et puis je passerai chez Deux Citres, la librairie Deux Citres, pour signer quelques livres. Si l'occasion s'en présente, Trop cool. on pourra faire un truc jumelé. Trop cool. Bon, vous finissez simplement. Alors ça, c'est plus un message pour tout le monde, pour vous. Vous vous arrangez que pour me faire un petit mix de ce que j'ai dit. Oui, pas de problème. Qui tienne la route. Hein. Pas de Vous problème. sortez pas les... J'ai fait ça d'une manière la plus décontractée pour que ça soit... Juste un petit mot pour terminer. Merci beaucoup Jean-Claude, en tout cas on était ravis de t'accueillir aujourd'hui. On espère que ça a été un moment aussi agréable pour toi que pour nous. Et on espère être au courant bientôt pour ton prochain livre. Eh bien écoutez, je vous remercie aussi. Et puis on va passer la transition. Je vous ai dit vous jusqu'à maintenant, je vais vous dire tu maintenant, puisque nous sommes maintenant comment vous dites, des collègues de la même école, vous dites comment? Des alumni, oui. Ouais, j'ai été bizuté, j'ai bisuté comme vous, donc maintenant on fait partie du même groupe. C'est ça. Ok? Merci beaucoup Jean-Claude. Allez. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que normalement vous avez apprécié l'épisode. Je vous invite donc à partager ce podcast à vos amis ou à votre mamie, à nous laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous faire ressortir dans les classements. N'hésitez pas à me laisser un petit mot à hello@novligny.com et si vous voulez développer votre côté digital et innovant, notre équipe se fera un plaisir de vous aider. C'était Vincent Dallot pour Gross Up et je vous embrasse.